vivrons ces joies. Cœur à cœur, cœur à cœur. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation. Bonjour chers téléspectateurs et amis de Cœur à Cœur, c'est encore pour nous un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et d'être à votre service. Aujourd'hui, je reçois Annette Jean-Jacques. Annette qui est professeure depuis plusieurs années. Alors Annette, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Pasteur Nathalie, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Alors Annette, pour ceux qui nous écoutent, qui est Annette? Annette présentée par Annette, qui est Annette? Bon alors voilà, donc je suis Annette Jean-Jacques, je suis chrétienne, enseignante, mère de famille, mère de 2 enfants, je suis mariée. Alors, j'enseigne depuis 24 ans maintenant. Donc, voilà. Voilà. Alors, Annette, là, vous êtes professeure. Est-ce que je peux te tutoyer, Annette? Bien sûr. Annette, tu es professeure de mathématiques depuis 24 ans. Donc, tu as quand même une grande expertise. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, le thème que nous voulons aborder ce soir, nous voulons un peu voir l'approche vis-à-vis des enfants, des jeunes qui ont des troubles de comportement. Annette, tu es professeure. Qu'est-ce qui t'a motivé à être professeure? Est-ce que c'est une passion? Comment est-ce que tu as choisi ton métier de professeur? Bon, alors voilà. Premièrement, je dois dire que, étant donné que j'enseigne en adaptation scolaire, donc en adaptation scolaire, ce qui arrive, c'est que on est comme des titulaires, c'est comme le primaire. Donc, on enseigne toutes les matières. On est apte à enseigner toutes les matières. Donc, à travers les années, les seules matières que je n'ai pas enseignées, ce sont les arts plastiques et l'éducation physique. Donc, j'ai touché à tout, que ça soit l'anglais, le français, les sciences, la géographie, l'histoire et tout. Donc, j'ai touché à tout. Et puis, depuis quelques années, donc, je me suis arrêtée aux mathématiques. C'est vraiment ma matière préférée et je m'y plais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment j'ai décidé de devenir enseignante? Dès ma plus tendre enfance, j'avais toujours ce besoin, ce désir de m'occuper des enfants plus jeunes que moi. Et puis, aussi, j'ai eu des enseignants aussi que j'ai tellement aimé, qui ont marqué ma vie. Et puis, ils m'ont comme donné la piqûre. Je vais vraiment les nommer. Il s'agit de Marie-Carmel Dieu, une enseignante que j'ai eue en Haïti au primaire, et aussi mon prof de français à l'école Henri Bourassa, M. Gagnon. Donc, je peux dire que ces gens-là m'ont donné la piqûre. Par contre, après le secondaire, j'ai comme un peu changé les plans. Je suis rentrée en informatique parce que c'était la mode à l'époque. L'informatique venait de sortir et tout. Donc, je suis rentrée en informatique. J'ai comme l'impression que c'était dans les plans de Dieu. Dieu voulait me diriger dans l'enseignement, mais moi, l'informatique, c'était à la mode. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, arrivée à l'université, j'ai décidé de rentrer à l'université en sciences économiques. Encore là, quand Dieu a un plan pour nous, et puis nous, on essaie de dévier, de faire d'autres choses, Dieu nous ramène à l'ordre. Donc, finalement, je me suis retrouvée dans l'enseignement, et puis l'enseignement, mais avec les enfants en difficulté, avec les jeunes en difficulté. J'ai vraiment trouver vraiment, c'était ça, les plans de Dieu pour moi. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'enseignement et je fais ça depuis 24 ans et j'aime tellement ça, je m'y plais. Au début, c'était une profession, c'était le métier. Ensuite, c'est devenu une passion. Aujourd'hui, je peux dire que c'est mon ministère. Wow. C'est un ministère, l'enseignement. C'est une passion. C'est plus qu'une passion, c'est mon ministère, c'est là où ce que Dieu m'a mise. Et je ne me vois pas partir de l'enseignement, je ne me vois pas ailleurs.
Donc voilà, j'ai trouvé la voie. La voix, justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui te motive là? Parce que c'est très important qu'on a découvert son appel, hein? On peut vraiment Bien entrer sûr. pleinement dans son appel. Donc, qu'est-ce qui te motive à tous les jours? C'est parce que tu as découvert ton appel, en fait. Certainement, pour moi, vous savez, comme même lorsque je suis malade, je suis comme, je peux pas ne pas y aller. Mes élèves comptent sur moi. Je ne peux pas m'absenter aujourd'hui. Pour moi, c'est de voir un enfant comprendre. Quand je vois la lueur dans les yeux de l'enfant qui vient de comprendre. Quand un enfant me dit, Madame Annette, vous m'avez appris à aimer les maths. Grâce à vous, maintenant, j'aime faire des maths. Donc, c'est vraiment de voir la lueur dans leurs yeux, parce qu'il faut comprendre que ce sont des enfants en difficulté qui ont été en échec toute leur vie. Donc, de pouvoir comprendre, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça qui me motive, de faire un petit peu de différence dans la vie d'un enfant, dans la vie de quelqu'un. C'est sûr que je ne peux pas tous les sauver, ça serait l'idéal, mais de pouvoir faire une différence dans la vie de quelques enfants, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment ça qui me motive à tous les jours. Un beau métier, hein, enseignant, un très beau métier. Alors, tu es en adaptation scolaire, donc on parle ici des enfants justement qui ont des troubles de comportement. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement quand on parle de troubles de comportement? OK. Quand on parle de troubles de comportement, on parle, par exemple, des enfants qui vont être opposés vraiment comme des troubles oppositionnels. Donc, ils s'opposent à tout ce qu'on fait. Ou c'est, par exemple, des jeunes qui bougent beaucoup, donc qui sont hyperactifs. Hyperactifs, oui. Il y en a qui vont manquer de respect, ça peut arriver, qui s'opposent carrément à l'autorité, à ton autorité, peu importe ce que tu fais. On a aussi des problèmes au niveau de l'absentéisme, qui vont s'absenter, mais c'est plutôt la fuite, hein. C'est pas parce qu'ils vont s'absenter pour faire quoi que ce soit. De toute façon, je ne comprends pas, ça me sert à quoi d'être présent. Donc, plutôt que d'être là, d'être encore en échec, puis de laisser paraître que je suis encore en échec, donc je vais rester à la maison, je vais aller faire d'autres choses tout simplement. Donc, ce n'est pas forcément des enfants qui sont malades, qui souffrent d'autisme, c'est vraiment des enfants qui ont des troubles au niveau de leur comportement. La clientèle que moi j'ai, ce sont des jeunes qui ont un retard au niveau académique de 2 ans. OK. Au plus. Ce sont des jeunes, pas nécessairement, ce ne sont pas tous mes jeunes qui ont des problèmes de comportement. Oui, c'est vrai que la majorité ont des problèmes de comportement, mais il y en a qui sont là tout simplement parce que, bon, ils ont un retard académique, donc on a essayé d'autres choses, parce qu'il faut dire que j'enseigne dans le programme de la FMS, qui est la formation des métiers semi-spécialisés. Parfait. Donc, dans cette formation, on permet aux jeunes de faire un stage dans un milieu de travail. Donc, ils peuvent faire un stage, par exemple, dans un garage, dans un salon de coiffure, etc. Donc, ce ne sont pas nécessairement des jeunes qui ont un problème de comportement. Oui. Okay, mais la majorité, oui, ont un problème de comportement. Alors, justement, ils ont déjà un problème de comportement et là, nous sommes en pleine pandémie. On n'est pas encore sorti de cette pandémie. Exactement. Nous sommes en pleine pandémie. Donc, est-ce que le problème s'accentue au niveau familial? Comment ça se passe? C'est sûr que on vit une crise. C'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour les parents, c'est nouveau pour le personnel aussi dans les écoles. C'est sûr que c'est très difficile pour nos jeunes. Donc, ils arrivent à l'école, il y a le masque. Ce sont des jeunes déjà qui sont en opposition déjà à l'autorité. Ils sont obligés de porter un masque. Ils ne peuvent pas nécessairement voir leurs amis. On a ce qu'on appelle aussi les bulles classe ou classe bulle. Donc, ils sont obligés de rester dans le même groupe. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Donc,
pour nous aussi, enseignants. Donc, on doit quand même, il y a certaines activités qu'on ne peut plus vraiment faire avec les élèves. Oui. Par exemple, le travail d'équipe. Moi, je priorise tellement le travail d'équipe, mais malheureusement, je dois quand même faire attention. Donc, on est quand même très, très, très limité aussi à ce niveau. Et puis, il ne faut pas oublier que nos jeunes ont été confinés depuis le mois de mars. Donc, ils arrivent déjà, ils ont commencé l'année avec un retard en partant. Ils ont manqué pratiquement la moitié de l'année. Donc, des jeunes déjà en difficulté, donc qui ont accumulé un autre retard. Oui, c'est très difficile cette année. Oui, c'est très plus difficile, que d'habitude. Oui. Alors, puisque nous sommes ici, on parle de l'approche justement à avoir pour aider les familles qui nous écoutent aujourd'hui. On voudrait trouver un peu une approche. Tu as l'expérience, 24 ans, c'est beaucoup. Alors, quel est le rôle de la famille ici, dans ce cas-ci? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place dans les familles, justement, parce que tout part toujours de la maison, hein? Alors, qu'est-ce qu'au niveau de la famille, quelles sont les stratégies qu'on pourrait avoir? Parce qu'on veut, en fait, s'assurer que l'enfant aille en réussite scolaire. Alors, quelles sont les stratégies au niveau de la famille? Quelle approche que la famille peut avoir pour aider, justement, leur enfant avant d'arriver à l'école, hein? Parce que l'école, c'est juste la suite de la maison. Tout à fait. C'est sûr que tout part de la famille. Donc, dans ce temps de pandémie, plus précisément, la famille joue un rôle extraordinaire. L'enfant doit se sentir en sécurité. L'atmosphère à la maison doit être l'atmosphère de paix, où ce que l'enfant rentre, parce que il faut pas oublier que les jeunes, maintenant, ils se retrouvent la plupart du temps, ils viennent à l'école et puis ensuite, ils rentrent à la maison. Il faut pas aussi oublier, je l'ai pas mentionné, que présentement, que ce sont seulement les jeunes de la première et de la deuxième secondaire qui sont à l'école à temps complet. De la troisième à la cinquième secondaire, donc les jeunes, ils viennent à l'école un jour sur deux. Ils sont en présentiel un jour sur deux, puis un jour sur deux, ils sont à la maison. Donc, c'est sûr que la maison doit être vraiment un lieu de paix où ce que l'enfant se sent en sécurité, où ce que l'enfant se sent compris, écouté. Le parent, donc, notre rôle, c'est sûr que, bon, on va continuer à vouloir que les enfants écoutent, que les enfants fassent leur part aussi dans la maison, mais c'est un temps où ce que le jeune a besoin d'être écouté, d'être compris. Donc, prendre un temps avec chaque enfant, prendre un temps avec son jeune, s'asseoir à côté de son jeune, lui demander comment ça va, comment tu vis. Comment tu vis tout ça? Parce que c'est sûr que c'est pas facile, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce n'est pas facile pour nous comme parents. Et ce n'est pas facile non plus pour le jeune, et c'est encore plus difficile pour le jeune. Parce que nous, comme adultes, on va avoir des amis avec qui on va en parler, mais il faut aussi prendre ce temps pour en discuter aussi en famille. Oui. En famille, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il faut leur dire, pour moi aussi, c'est difficile. Exactement. Moi aussi, je le vis difficilement, ce temps aussi. Donc, en parler, en discuter avec les enfants, pour qu'ils se sentent à l'aise aussi de venir se confier aux parents. Même si c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire auparavant, mais ce temps l'oblige. Absolument. Parce que vous savez, la plupart de nos jeunes sont en grande dépression. On a peut-être des jeunes chez nous qui sont en dépression, puis on n'est même pas au courant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité sont enfermés dans leur chambre. Ils font l'école à distance. Ils sont sur leur cellulaire. On ne sait pas ce qu'ils vivent. On ne sait pas ce qu'ils vivent. C'est très, très, très difficile pour eux. Ils n'ont pas les ressources que nous, on a. Nous, on va souvent à la source. On va voir notre Jésus. On prie. Oui, on prie avec les enfants, on prie en famille, on prie pour eux, mais il faut aussi jouer notre rôle de parents, aussi nous asseoir avec nos enfants, les faire verbaliser, savoir ce qui se passe dans leur tête. Comment tu vis ça, toi? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Aussi, je pourrais aussi donner quelques conseils pratiques aussi aux parents. Par exemple, vous savez que du jour au lendemain, la classe de votre enfant peut être mise en quarantaine. Parce que ce qui arrive, c'est que dès qu'un jeune, dès que quelqu'un est identifié positif, c'est sûr que la classe est mise en quarantaine pour 14 jours.
Par contre, les prochaines 24 heures, on commence l'enseignement à distance. À distance, oui. Donc, présentement... Donc, il faut se réajuster constamment. Exactement. Il faut non seulement se réajuster constamment, mais il faut être prêt dès maintenant. Oui. Donc, encouragez votre enfant à toujours ramener à la maison ses cahiers d'exercice, ses notes de cours, son sac d'école, son agenda, tous ses effets scolaires. Parce que si du jour au lendemain, l'école vous appelle, OK, votre enfant ne peut pas rentrer demain parce que, bon, la classe est mise en quarantaine, donc il faut que votre enfant soit prêt. Aussi, avoir un ordinateur, que ce soit un portable ou un ordinateur de table, peu importe. S'assurer d'avoir aussi un service de Wi-Fi. Pour que le jeune puisse continuer l'enseignement, donc l'enseignement à distance à ce moment-là. Si le parent n'a pas les moyens d'avoir un ordinateur, parce qu'il faut que l'enfant puisse au moins avoir un ordinateur qu'il pourra utiliser au moins 4 heures par jour. Donc, si ce n'est pas le cas, il y a quand même un budget qui est attribué à chacune des écoles, donc ils peuvent faire un prêt d'ordinateur à votre enfant. Que l'enfant puisse aussi avoir un coin tranquille où il peut travailler, où il peut faire ses devoirs. Et aussi garder en tête que l'enfant est à la maison, non pas pour s'occuper du petit frère ou de la petite sœur. Ça, c'est important à souligner. Hein? Parce qu'on pense les avoir à la maison et que là, bon, ils peuvent faire le ménage comme voilà, voilà. Oui. C'est vraiment pas le temps pour ça. Oui, il faut quand même faire ce qu'on a à faire à la maison, mais c'est vraiment un temps pour que l'enfant puisse continuer à s'avancer au niveau académique. S'assurer aussi que les devoirs sont faits. Moi, ce que je conseillerais aussi, c'est d'encourager votre enfant à garder la même routine. Oui. La même routine, donc il se lève le matin comme d'habitude, il prend sa douche. C'est sûr que ça ne sera pas facile à faire, mais ça serait quand même important. S'il le faut, afficher l'horaire sur le réfrigérateur. Donc comme ça, vous êtes au courant. Si votre enfant est vraiment en grande difficulté, ce qui serait bien aussi à faire, c'est de vous assurer que les travaux vous sont envoyés aussi. Donc, si vous avez un courriel, communiquez votre courriel aux enseignants de votre enfant. Comme ça, vous aussi, vous allez recevoir les travaux et toujours garder un œil pour vérifier si les devoirs sont faits. Donc, ça serait vraiment ça mes conseils que je pourrais donner aux parents. Mais c'est vraiment, c'est de travailler ce côté affectif avec votre jeune. Peut-être ne pas trop s'arrêter sur des petites choses. Par exemple, la chambre qui n'est pas tout à fait propre, la vaisselle qui n'est pas tout à fait faite. Donc, c'est vraiment plutôt de passer vraiment du temps en famille. Que votre enfant sache que vous êtes là, que vous êtes présent. Je suis attentive, je suis prête à t'écouter. Tu peux me parler, tu peux te confier à moi. Je suis là pour toi. Je ne suis pas là dans la maison, je suis au téléphone, je fais mes autres choses sur les réseaux sociaux, mais je suis là pour toi. Tu peux venir me voir. Je ne vais pas te juger, je vais t'écouter. Et puis, on avance ensemble parce que c'est une expérience nouvelle pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, j'aime ce que tu dis, Annette, parce que c'est pas seulement un défi. Donc, on a plusieurs problématiques. Ici, on a l'enfant qui a déjà des troubles de comportement, parce qu'on parle de troubles de comportement, mais c'est un nouveau défi pour les parents parce que on va se retrouver avec un enfant qui étudie à la maison, mais aussi un parent qui travaille à la maison. Parce que tout le monde est occupé à la maison. Exactement. Et la famille, justement, on veut revenir sur la famille. L'éducation reçue à la maison va vraiment aider cet environnement qu'il faut préparer. Donc, c'est un défi pour les parents aujourd'hui, un nouveau défi. Eux aussi doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Oui, c'est sûr que c'est une nouvelle réalité pour les parents. Et quand on regarde aussi au niveau technologique, ce ne sont pas tous les parents qui sont à l'aise avec la technologie. Et du jour au lendemain, on se retrouve enseignant. On doit aider notre enfant qui est à la maison parce que c'est sûr que, bon, l'enseignement que les enseignants vont donner à ce moment-là, ce ne sera pas nécessairement la même chose qu'on a en classe, en présentiel, parce que, bon, c'est sur une plateforme Team, donc c'est sûr que c'est différent. Donc, les parents, l'implication des parents est encore plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Donc, Dieu a ramené les parents à leurs responsabilités. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est sûr que notre responsabilité en tant qu'enseignant et la responsabilité des parents, donc moi, je suis les deux, je suis maman, je suis enseignante. Donc, la responsabilité vraiment des parents, c'est vraiment d'être présent, présent, de participer. Nos enfants sont en apprentissage, on n'a plus le choix, l'enseignant n'est pas présent
présents dans la maison. Nous sommes les nouveaux enseignants. De toute façon, c'est ce que Dieu nous avait donné aussi comme mission. Exactement. Nous sommes des enseignants. Nous devons instruire nos enfants. Nous devons corriger comme les enseignants corrigent les copies. Donc, nous, c'est notre devoir maintenant de corriger, le faire. Voilà. Oui. Alors, c'est vraiment la communication. Il s'agit vraiment ici de savoir communiquer. Déjà là, tu commences à en parler, comment communiquer avec l'enfant. Et c'est le parent qui est le premier responsable justement il doit savoir, il connaît son enfant après tout. Exactement. Donc, il doit savoir comment communiquer, l'importance de la communication dans l'éducation de l'enfance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tu as des astuces parce que tu es professeur. Comment est-ce que tu abordes, comment est-ce que tu communiques avec ces enfants-là pour les amener, comme on le disait tout à l'heure, à la réussite scolaire, académique? Vous savez, ce sont des enfants qui ont, la plupart d'entre eux, ils ont connu l'échec toute leur vie. Ce sont des enfants qui vont facilement se dévaloriser. Ils n'attendent pas que quelqu'un les dévalorise, ils vont eux-mêmes se dévaloriser. Alors, lorsque tu commences par leur dire « tu es capable, tu peux faire mieux, continue, lâche pas », ce sont des paroles qu'ils entendent et puis ils se retournent, ils te regardent, ils te trouvent comme bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Non, c'est vrai, je suis sérieuse, tu es capable, tu peux y arriver, recommence. Continue, je suis là, je peux t'aider. Donc, et puis aussi, il faut être vrai aussi avec les enfants. Comme moi, je vais leur dire, vous savez, moi, je n'excelle pas dans tout. Hein. J'ai des difficultés dans certaines choses. Il y a des choses que j'aimerais pouvoir faire, mais que je n'arrive pas à faire. Donc, il faut être vrai avec les jeunes pour leur montrer que tu n'es pas quelqu'un qui n'a que des faiblesses. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a que des difficultés. Il y a des choses que tu es capable de faire. Par exemple, moi, au niveau de la technologie, je vais parfois demander à un de mes jeunes, peux-tu venir m'aider? Ils aiment ça, se sentir utile, valorisé. Voilà, donc c'est très important. Je pense que ça permet aussi d'avoir une bonne communication avec eux. C'est qu'ils vont savoir que la marche n'est pas trop haute. Donc, elle peut me comprendre, ma mère peut me comprendre parce que ma mère aussi, elle a eu des difficultés. Ma mère aussi, elle a des difficultés. Présentement, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire. Mais quand on montre à l'enfant, moi, je sais tout faire. Moi, j'ai jamais eu de difficultés dans ma vie. Donc, c'est sûr que l'enfant, il n'est pas prêt à s'ouvrir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'essayer de voir un enfant en difficulté et puis d'essayer de communiquer avec le parent? Et là, tu te rends compte que le parent est fermé à la communication, non seulement avec toi en tant qu'enseignante, mais avec l'enfant. Comment est-ce que tu abordes cela? Est-ce que les parents, de ton constat, est-ce que les parents sont ouverts à la communication? Est-ce qu'ils sont démissionnaires par rapport à la communication? C'est sûr que je dois te dire que enseigner en adaptation scolaire, surtout dans le programme dans lequel j'enseigne présentement, pour plusieurs parents, c'est comme si ils voient le rêve qu'ils avaient pour leurs enfants se perdre, s'évaporer, ils ne comprennent pas. La plupart vont dire, Madame, si vous saviez, moi j'ai tout fait, j'ai tout abandonné pour venir ici pour mon enfant. Je lui ai tout donné. Parce que pour certains parents, le fait que, bon, l'enfant est au Canada, donc l'enfant a tout devant lui, toutes les portes lui sont ouvertes, donc pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à fonctionner? C'est parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il ne veut pas, c'est de la mauvaise volonté, c'est de la mauvaise foi. Mais pas nécessairement. Donc, d'essayer de faire comprendre à un parent que vous savez quoi, votre enfant, il est en difficulté. C'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, c'est qu'il est vraiment en difficulté. Il y a des enfants, parce que présentement, j'enseigne, je fais du secondaire 2, il y a des enfants qui sont maintenant en secondaire 2, mais qui sont plafonnés. C'est terminé. Plafonné, ça veut dire qu'il ne peut pas aller plus loin que ça. Par contre, il essaie, il fait des efforts, mais le parent tient à ce que son enfant termine son secondaire 5, qu'il aille au cégep, qu'il aille à l'université. Mais c'est normal, c'est le rêve de tout parent. Comme parents, on aimerait tous que notre enfant aille plus loin que nous, puis ça, c'est tout à fait normal. C'est naturel, c'est naturel. Donc, très souvent,
je me vois en train de l'expliquer à des intervenants qui ne comprennent pas. Mais pourquoi le parent ne veut pas comprendre? Pourquoi le parent... Oui, mais c'est parce que c'est son rêve. Hein? Oui. Le parent Il se voit dans l'enfant. Il se voit Et dans parfois, l'enfant. quand il n'a pas réussi à aller plus loin, Voilà. l'enfant doit aller plus loin, faire mieux que lui. Exactement, c'est parce que ce qui arrive, c'est que ces parents-là n'ont pas eu les opportunités que leurs enfants ont présentement. Ce sont des parents qui, moi, quand j'ai les rencontres de parents, j'ai plusieurs parents qui vont me dire, vous savez, moi, j'ai pas eu ces opportunités-là. Moi, j'ai fait des sacrifices. Moi, je travaille dur. Je ne voudrais pas qu'ils soient comme moi. Mais c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Donc, d'essayer d'expliquer, il faut vraiment mettre des gants blanc pour expliquer aux parents, vous savez, ce programme, c'est quand même un bon programme. Donc, c'est un deuil qu'on demande aux parents de faire. Ce parent qui voyait sa progéniture être ingénieur, médecin, avocat, oui. Il faut lui faire comprendre, vous savez quoi, votre enfant ne peut pas se rendre aussi loin et de leur faire comprendre aussi que dans les DEP, on a des DEP extraordinaires quand même, où ce que l'enfant va gagner sa vie encore mieux que quelqu'un qui a un baccalauréat. Oui, c'est vrai. Donc, très souvent, il faut l'expliquer aux parents, mais je trouve que c'est important de le faire dans le respect. C'est important de le comprendre parce que nous, comme parents, moi, je me mets à leur place. Je me mets souvent à la place des parents et c'est ça qui me permet de comprendre ce qu'ils vivent et c'est ça qui me permet aussi de trouver le meilleur moyen pour aborder la question avec eux et pour qu'ils puissent arriver à faire le deuil et à accepter que mon enfant a des difficultés. Comment est-ce que je peux l'aider maintenant? Une fois qu'ils acceptent, maintenant, on peut commencer le processus pour vraiment accompagner son enfant, pour pouvoir aider son enfant à avancer et à avoir un métier. Oui, parce que c'est ça la finalité. Donc, ça, ce sont des méthodes prouvées, qui ont prouvé leur efficacité au niveau de la communication. Quand vous communiquez avec les parents, est-ce qu'il y a quand même des parents qui ne veulent pas? Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des parents qui résistent, qui ne veulent rien savoir. À ce moment-là, on ne peut pas harceler non plus le parent. Donc, on essaie par tous les moyens. Il y a des parents qui abandonnent. Il y a des parents qui disent, ben moi, de toute façon, il ne veut pas, il ne veut rien faire. Donc, moi, il a 16 ans, il a 17 ans. Donc, moi, j'ai tout fait. Donc, moi, faites ce que vous voulez, moi j'abandonne. Oh là là. Moi j'ai déjà essayé. Donc à ce moment-là, nous, on accompagne le jeune, on fait du mieux qu'on peut à l'école pour comprendre le jeune, pour l'accompagner, pour l'écouter. Pour l'écouter. Alors j'ai quand même une question, Annette. Là, il y a plusieurs, comment je dirais, plusieurs cultures dans la classe. Donc, il y a les communautés noires, il y a les communautés hispanophones, communautés québécoises, tu as un peu tout le monde dans ta classe. Est-ce qu'au niveau de la communication, y a-t-il une différence entre les différentes communautés? Au niveau des jeunes ou des parents? Au niveau des jeunes et des parents. OK. Les deux. Au niveau des jeunes, moi, les jeunes qui sont devant moi, ce sont mes enfants. Je ne fais pas de différence, je ne vois pas la différence parce que ce sont mes enfants, ce sont mes jeunes. Donc, c'est sûr que oui, on va voir certaines différences à certains niveaux. Ça va dépendre de la génération aussi. Est-ce que ce sont est-ce que ce sont des nouveaux arrivants? Ça fait combien de temps qu'ils sont au pays? Tout ça. Mais pour ce qui est des jeunes, sincèrement, moi, je ne la vois pas vraiment la différence. Par contre, au niveau des parents, oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes et comment aider justement ces parents-là également s'il y a une résistance? C'est sûr que la résistance, comme je viens de le dire, c'est vraiment au niveau d'accepter que leur enfant est en difficulté. Comment les aider, c'est vraiment leur expliquer. Leur expliquer et puis de comprendre le parent. C'est très, très important de comprendre ce que le parent vit, de ne pas les juger pour dire « mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il ne voit pas que son enfant a des difficultés. » Non, ce n'est pas facile pour un parent d'accepter que son enfant a des difficultés. Donc, c'est vraiment
aider le parent à comprendre, cheminer avec le parent, prendre le temps de lui expliquer. Je pense que c'est ça qui est gagnant, c'est de comprendre. De comprendre. Le temps, c'est cool. On a déjà écoulé 30 minutes et déjà passé. Wow. Ça passe très vite. On comprend que c'est un sujet très important, un sujet capital parce qu'on veut que notre enfant réussisse, au moins qu'il ait quelque chose pour sa vie. On veut qu'il accomplisse sa destinée. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut encadrer nos enfants le plus possible. Donc, vraiment ici, la communication est vraiment très importante. L'approche la plus, je vais dire, celle qui pourrait apporter les meilleurs résultats, c'est vraiment au niveau de la communication, mais vraiment au niveau du parent, de comprendre également quelle est la problématique de son enfant. Parce qu'il y a des parents qui ne comprennent pas que leur enfant a un problème. Exactement. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des parents qui ne comprennent pas les difficultés de leurs enfants. Et puis, ce que je déplore aussi, c'est que au niveau des intervenants, on n'est pas vraiment très représenté dans le sens que oui, bon, moi, je suis d'origine haïtienne, donc un parent haïtien, il va se sentir à l'aise. La communication va être plus facile, mais je pense qu'on est quand même sous-représenté au niveau des intervenants. Donc, parce qu'il faut comprendre aussi, il faut que les gens qui interviennent aussi puissent comprendre la culture. C'est très important de comprendre la culture, de comprendre le parcours du parent, d'où ce qu'ils viennent vraiment, ces parents-là, comment pour eux c'est difficile. Donc, le parent a besoin d'être compris, il faut prendre le temps. Et le parent, donc, qui voit son enfant en difficulté, il faut lui expliquer les difficultés de l'enfant. Il ne faut pas non plus que le parent se culpabilise, parce que ce n'est pas nécessairement la faute du parent. Ce n'est pas parce que le parent n'était pas présent, ce n'est pas parce que le parent n'a pas fait sa part. L'enfant a des difficultés, ça peut avoir plusieurs causes, les difficultés de l'enfant. Donc, c'est vraiment que le parent ne se culpabilise pas trop et que le parent n'abandonne pas. Le parent doit rester présent dans ce combat que son enfant mène. Parce que plusieurs parents aussi vont avoir honte parce que bon, il y a la famille, il y a le reste de la famille. Qu'est-ce que les enfants de mon frère réussissent bien, les enfants de ma soeur réussissent bien, mais toi, pourquoi tu ne réussis pas? Et ils vont aussi comparer aussi avec la fratrie. Ton grand frère réussit, ta soeur réussit, mais toi, regarde-toi. Donc, c'est sûr qu'il faut arrêter de comparer l'enfant aux autres. Il a ses difficultés, c'est correct. Tu as des difficultés, mais la vie ne s'arrête pas là. Ça, on va trouver des solutions. On trouve des solutions. Comme présentement, moi, j'enseigne dans le programme FMS, donc qui est du secondaire 2. Ce programme permet aux jeunes, après le secondaire 2, si le jeune réussit ses matières de base, maths, anglais, français et le stage, parce que le jeune fait un stage, s'il réussit tout ça, ça lui permet de prendre ce qu'on appelle une passerelle et d'aller faire un DEP tout de suite. Il y a le métier de l'acier qui est dans la construction que le jeune peut gagner sa vie très bien. Oui. Donc, tout n'est pas perdu. C'est faux de penser que parce que mon jeune ne peut pas être médecin, mon jeune ne peut pas être ingénieur, et puis la vie vient de s'arrêter. Absolument pas. Je voudrais vraiment accentuer sur ça parce que si le jeune, ce n'est pas sa passion d'être avocat et qu'on lui impose le métier d'avocat, là, on a bloqué le jeune. Là, il ne peut pas aller plus loin. Ça, les parents, vraiment, on est dans une société quand même qui nous ouvre à avoir plusieurs métiers. Donc, c'est vraiment de comprendre que ce n'est pas la fin du monde si l'enfant n'est pas avocat. Il peut avoir un autre métier qui le passionne. Mais c'est parce que il faut pas se le cacher. Je pense que moi, je prends l'exemple de chez nous. Les métiers, c'est quoi? C'est médecin, c'est infirmière. Donc, on est quand même assez limité. Tandis qu'ici, en Amérique du Nord, il y a tellement de professions, il y a tellement de métiers. Quand on appelle un plombier à la maison, est-ce qu'on a les moyens de payer un électricien, un plombier? C'est un bon exemple. Ça coûte tellement cher. Pourtant, c'est des métiers, ce sont des portes qui sont ouvertes à nos jeunes en difficulté.
Donc, il faut pas non plus minimiser, il faut pas non plus se dire, comme je dis souvent, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Tu m'as arraché les mots de la bouche, il n'y a pas de saut métier. Donc, c'est pas, moi, un jeune qui va me dire, parce que je leur pose souvent la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, j'aimerais ça être médecin. OK, donc tu aimerais ça travailler dans la santé, si je comprends bien. OK. Donc, c'est sûr que dans la santé, on va regarder ensemble. Je ne vais pas lui dire non, tu ne peux pas être médecin parce que tu es en difficulté. Oh, tu sais, dans la santé, on va regarder ensemble. Et puis là, on commence à défiler la liste et puis le jeune va trouver autre chose. Parce que lui, être médecin, c'est tout ce qu'il a entendu. Ça, oui. Donc, c'est sûr que lui, c'est ce qui va sortir de sa bouche. Je veux être médecin. Mais quand on commence à défiler, il va voir, ah, OK, peut-être ça, peut-être ça. Et puis, on lui montre un peu le salaire. Regarde, qu'est-ce que ça prend comme étude? Il faut faire ce cheminement là avec le jeune et avec le parent. Donc, c'est très important. Et au niveau de la communauté, peut-être qu'il faudrait que les parents soient informés, les informer au niveau des métiers, au niveau des DEP, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant, qu'est-ce qui est bon pour mon jeune, pas pour les enfants des autres, mais mon jeune. Mais moi. Tu sais ce que tu dis, Annette, bon, on vient de toutes ces sociétés où le métier, c'était avocat, c'était ingénieur et tout ça. Et quand je suis arrivée au Canada et quand mes enfants étaient je pense en secondaire 3 à peu près, là on a commencé à recevoir à la maison des courriers pour nous montrer que l'enfant il peut virer vers telle branche. Mais nous on était choqués. Pourquoi est-ce qu'on nous envoie cette lettre? Pourquoi nos enfants? Donc tout de suite on braque. Voilà. On braque par rapport à cette lettre. On la déchire, on la jette. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, il y a tellement d'ouverture. Annette, nous avons complètement débordé. Annette, un encouragement aujourd'hui, les parents qui nous écoutent, les enfants qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux donner comme mot d'encouragement à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, ce que je peux vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Peu importe la difficulté que votre enfant a, peu importe la difficulté que tu as comme jeune, dis-toi bien qu'il y a un métier pour toi quelque part, un métier dans lequel tu vas exceller, un métier que tu vas aimer, parce que tu sais, le métier qu'on choisit d'exercer, qu'on choisit de faire, c'est quelque chose qu'on va garder pour 25, 30, 40 ans de sa vie. Donc, il faut bien choisir, pas en fonction d'une autre personne, mais en fonction de soi. Qu'est-ce que moi j'aime faire? Qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? Est-ce que je suis manuelle? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime travailler avec les gens? Moi, je ne me vois pas faire autre chose que l'enseignement. Donc, c'est très important d'accompagner votre enfant dans ce processus. Votre enfant a des difficultés, accompagnez-le, allez chercher de l'aide. Essayez de comprendre c'est quoi ces difficultés. Avant de penser que votre enfant est paresseux, très souvent l'enfant va fuir. L'enfant va éviter d'aller à l'école. Il va éviter d'aller à tel cours parce qu'il est en difficulté, parce qu'il ne veut plus vivre d'échecs. Donc, à ce moment-là, soyez présent pour votre enfant, ayez une oreille attentive, ayez une ouverture d'esprit, laissez les gens vous expliquer, aller chercher de l'aide pour comprendre la problématique, pour comprendre les difficultés de votre enfant, savoir comment l'accompagner, parce que vous êtes vraiment la personne ressource. Comme parent, vous êtes la personne la mieux placée pour accompagner votre enfant. Ne vous découragez pas. À l'école de votre enfant, vous allez certainement trouver quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Wow, merci beaucoup Annette. Je vais finir avec un verset de la parole de Dieu dans le psaume 34, le verset 18 qui nous dit ceci. Et ça, c'est pour vraiment les enfants qui vivent des problèmes, des troubles. Il faut déjà le dire, Annette, que ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse. Un trouble de comportement signale qu'il y a un malaise quelque part. Alors vraiment, on souhaite vraiment que les parents communiquent avec leurs enfants. Le Seigneur, il nous dit ceci, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, en dehors de tous les conseils qu'on a reçus, on peut retrouver également une ressource dans le Seigneur Amen. pour amener la consolation, n'est-ce pas? Et pourquoi pas la guérison, hein? Alors, on pense qu'il y a la guérison aussi dans le Seigneur. Merci beaucoup, Annette. C'était tout un plaisir d'être avec toi. Il y a beaucoup... Annette, est-ce que des gens peuvent te rejoindre pour te poser des questions personnellement? Comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre sur ton Facebook? Comment est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr. Parce qu'il y aura certainement des questions, hein, donc on peut te rejoindre sur ton Facebook. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, où les gens peuvent communiquer avec toi. Avec moi directement. Ça va vraiment me faire plaisir d'aider. J'aimerais juste ajouter une petite chose. Comme je l'ai dit, il y a des enfants, moi, dans le programme dans lequel je suis, ce ne sont pas nécessairement des enfants qui ont des troubles de comportement, c'est plutôt des troubles d'apprentissage, donc un retard au niveau académique, un retard de 2 ans. Donc, au niveau académique, pas nécessairement des troubles de comportement. Mais peu importe que ça soit des troubles de comportement, j'aime tellement cette clientèle. J'ai du plaisir avec cette clientèle lorsque j'enseigne mes mathématiques. Donc, souvent, je fais le clown, je fais des concours avec mes jeunes. C'est tellement un plaisir de travailler avec ces jeunes-là. Le côté affectif est tellement important avec eux. C'est parce que c'est une passion pour toi, c'est un ministère. Donc, c'est pas juste un métier pour se faire de l'argent, mais il y a quelque chose de plus, c'est que Dieu t'a mis là pour un but. Exactement. Merci, Annette, d'avoir été avec nous. Merci, Pasteur Nathalie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Notre courriel, coeur-à-cœur7@gmail.com. Vous pouvez visiter également nos sites www.coeur-à-cœur-centre.org et évidemment nos pages Facebook et YouTube. Écrivez-nous, envoyez-nous votre témoignage et nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Cœur à cœur, témoignage